Merci beaucoup et donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement la pollution atmosphérique et sa surveillance en Île-de-France. Qu'est-ce que la pollution atmosphérique? Comment on mesure? Comment on informe? Et puis donc quelques informations aussi sur Air Paris, qui nous sommes. Alors la pollution atmosphérique, l'air pur n'existe pas. C'est un mélange de gaz. C'est d'abord de l'azote, pour presque 80%, de l'oxygène pour 21%, et puis il y a 1% d'autres gaz, et notamment dans ces autres gaz, on trouve des polluants, que ce soit des gaz ou bien des particules, des poussières. Le souci avec la pollution, c'est que toutes les activités humaines émettent des polluants atmosphériques ou des gaz à effet de serre, que ce soit quand on est dans sa voiture, les transports, l'avion, les industries, l'agriculture, chez soi aussi, avec les produits d'entretien. Tout ça, ça émet des polluants atmosphériques. Il y a également des sources de pollution naturelle qui sont par exemple les volcans. Un volcan émet énormément de particules, il émet aussi, en fonction du type de volcan, du dioxyde de soufre. Alors juste pour commencer dans les définitions, on utilise deux mots que vous entendrez souvent. Il y a les concentrations. Les concentrations, c'est ce que vous respirez. Et on fait la différence avec les émissions. Les émissions étant en fait ce qui est rejeté directement dans l'atmosphère par les pots d'échappement, par les cheminées d'usine. Donc ça, ce sont des émissions, ce sont des quantités. Entre les deux, en fait, il n'y a pas de lien complètement simple, puisque entre les deux intervient la météo. Et la météo, elle va pouvoir jouer soit un rôle dispersif, c'est par exemple le vent, c'est aussi la pluie, ça va disperser la pollution, et donc même si vous avez des émissions importantes, la concentration ne sera pas forcément, et donc ce que vous respirez ne sera pas forcément problématique. En revanche, dans certains cas, la météo peut aussi aggraver la situation et donc créer par exemple un couvercle d'air chaud qui va bloquer la pollution au sol. Et dans ce cas-là, pour une même quantité d'émissions, vous allez avoir des concentrations beaucoup plus importantes et donc une qualité de l'air qui sera plus mauvaise. Même chose quand vous avez un été chaud, avec un soleil important, vous avez des pollutions photochimiques et donc des polluants qui se forment par réaction dans l'atmosphère avec des réactions atmosphériques. Autre principe aussi sur la pollution atmosphérique. Pourquoi est-ce qu'on surveille la pollution atmosphérique? Parce que la pollution atmosphérique, elle a des effets. Elle a des effets sur la santé que vous présenteront tout à l'heure ma collègue de l'ORS. Elle a des effets sur l'environnement. C'est par exemple une diminution du rendement agricole qui est due à des niveaux d'ozone importants. Ça a des effets également sur les bâtiments. Ça abîme les bâtiments. Le dioxyde de soufre, les suies, ça abîme les bâtiments. Et donc ça, ce sont les polluants, ce que je vais appeler les polluants atmosphériques. Ce sont les particules, l'ozone et le dioxyde d'azote. On fait la distinction avec les gaz à effet de serre qui, eux, conduisent au réchauffement climatique et donc à un phénomène qui est plus global, qui est moins local mais qui est plus global. Sachant que certains polluants, notamment les particules ou l'ozone, jouent dans les deux camps, à la fois comme polluants atmosphériques et comme gaz à effet de serre. Tout ceci a un coût et en termes d'effets, il est préférable d'agir contre la pollution atmosphérique, donc d'améliorer tout de suite la santé des gens, d'améliorer aussi les rendements agricoles, parce qu'on a aussi un co-bénéfice sur le climat, alors que l'inverse n'est pas tout à fait vrai et je reviendrai plus tard. Autre principe, les épisodes de pollution par rapport à la pollution chronique. On parle plus souvent des épisodes de pollution que de la pollution chronique, parce que ce sont eux qui font la une des journaux, ce sont eux qui font le journal de 20 heures, notamment quand on met en place des mesures comme la circulation alternée. Et ces mesures sont des mesures d'urgence. L'objectif de ces mesures, c'est de diminuer l'intensité de ces épisodes de pollution. En revanche, ces épisodes qui seront une trentaine de jours par an, ça peut être plus si on a une météo très dispersive toute l'année, donc des conditions avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent toute l'année. Ça peut être moins si on a des conditions très dispersives et ça peut être plus si au contraire on a une atmosphère très stable, un été très chaud, des conditions anticycloniques en hiver. Donc c'est très variable d'une année sur l'autre. En revanche, ça n'est pas avec des mesures d'urgence que l'on règle les problèmes de pollution chronique. La pollution chronique, c'est ce que vous respirez tous les jours. Et c'est ce qui pose aussi le plus de problèmes par rapport à la santé. Et pour agir contre cette pollution chronique, il faut en fait des mesures permanentes. Donc bien distinguer les épisodes de pollution, quelques jours par an, et pour ces épisodes de pollution, ce sont des mesures d'urgence qui permettent de limiter l'intensité de ces épisodes, et la pollution chronique pour laquelle il faut des actions permanentes.
Donc ça, c'était un petit peu une introduction. La surveillance de la qualité de l'air, comment est-ce qu'elle est faite en France? En fait, en France, nous avons un dispositif qui est relativement unique, qui sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Ces associations, elles ont été mises en place par la loi sur l'air de 1996, qui a voulu que ces organismes soient d'abord des associations à but non lucratif, avec des sources de financement diversifiées. Mais cette loi, elle a également voulu que ces associations mettent autour de la table dans leur conseil d'administration tous les gens qui sont concernés par la pollution, que ce soit, je ne l'ai pas mis, donc les représentants de l'État, les collectivités territoriales, départements, régions et villes de Paris. Donc ça, ce sont plutôt la partie des gestionnaires de la pollution, les gens, les organismes qui doivent gérer la pollution atmosphérique, les représentants des activités qui émettent des polluants dans l'atmosphère, donc c'est essentiellement les industriels, mais aussi l'agriculture, donc comme représentants des émetteurs, et puis aussi les associations agréées de protection de l'environnement et des consommateurs et des personnalités qualifiées. Chacun de ces collèges a le même poids. Et l'objectif est bien donc de mettre autour de la table tous les gens qui sont concernés par la pollution, parce qu'ils doivent la gérer, parce qu'ils la respirent, ou bien parce qu'ils émettent des polluants dans l'atmosphère. La mission de ces organismes est donc une mission de transparence, c'est-à-dire que tout ce qui est mis à disposition par Airparif, comme par nos homologues des autres régions, est mis à disposition du public, notamment par nos sites internet. Notre rôle, il est de surveiller la pollution atmosphérique. Il est de comprendre et d'analyser les phénomènes de pollution, d'informer tous les jours sur la qualité de l'air que vous respirez, mais aussi en cas d'épisode de pollution, de prévoir et de diffuser la qualité de l'air, et pour le jour même et pour le lendemain, et puis d'évaluer aussi les stratégies de lutte qui sont mises ou qui sont envisagées par les autorités pour améliorer la qualité de l'air. Dans toute, en fait, au niveau français, chaque région pratiquement dispose de son association de surveillance de la qualité de l'air, et pour l'Île-de-France, c'est Airparif. Nous sommes une des associations les plus anciennes, puisque nous avons été créés avant la loi sur l'air en 1979. Nous regroupons une 50aine de personnes, et donc nous sommes en charge de la surveillance de la qualité de l'air et de l'information du public sur l'Île-de-France. Comment est-ce qu'on surveille la qualité de l'air? En fait, pour surveiller la qualité de l'air, on utilise 3 outils, et ces outils sont vraiment complémentaires. Les stations de mesure, on en a une 50aine dans toute l'Île-de-France. La modélisation, ce sont des outils numériques, comme les modèles de météorologie, et les campagnes de mesure. Et c'est vraiment l'articulation de ces 3 outils qui permet de surveiller la qualité de l'air. Alors les stations, elles sont réparties en 3 catégories. Les stations de fond que l'on va mettre par exemple dans des parcs. Vous avez ici l'exemple de la station de la Défense, donc sur des zones qui ne sont pas à proximité du trafic. Et là, ce que l'on va chercher, c'est la qualité de l'air générale à laquelle vous êtes exposé dans cette zone. C'est en quelque sorte la qualité de l'air, la pollution à laquelle vous ne pouvez pas échapper, quelle que soit votre activité. On va avoir ce type de station à la fois dans l'agglomération parisienne et en zone rurale, ce qui nous permet aussi de mesurer les transferts de pollution entre l'agglomération et la zone rurale. A l'inverse, nous avons des stations de trafic, comme celle-ci qui se trouve... je ne sais pas si vous voyez la souris, oui. Donc celle-ci qui se trouve en face des grands magasins, sur le boulevard Haussmann. Et donc cette station, elle mesure la pollution maximum à laquelle vous êtes exposé, mais sur des durées de temps plus courtes. Et à un type de station de trafic correspond à un type d'environnement. On a également une station le long de l'autoroute A1 qui représente un environnement plutôt de type autoroutier. Une station sur le carrefour d'Alésia pour montrer des niveaux de pollution le long d'un gros carrefour congestionné dans Paris. Des stations dans des petites rues que l'on va appeler des rues canyons, où il n'y a pas forcément beaucoup de circulation, mais vous avez une rue qui est très encaissée, et donc une circulation de l'air qui se fait plus mal. Ou à l'inverse, des stations de trafic sur les grands boulevards, type boulevard sur les Champs-Élysées, où là vous avez beaucoup de trafic, mais une grande voie ouverte, où la diffusion de la pollution se fait plutôt mieux. Le principe, c'est que vous avez donc une tête de prélèvement, mais je vais vous montrer peut-être une photo. Donc celle-ci, c'est par exemple la station de la Porte d'Auteuil. Vous avez à la fois des têtes de prélèvement, ce sont ces têtes de prélèvement qui aspirent l'air extérieur. Donc ici, un très bel exemple de station de trafic le long du boulevard périphérique. Et ensuite, à l'intérieur de la station, vous avez ce type de matériel
un type d'analyseur correspondant à un type de polluant. Et les informations sont ensuite transmises, arrivent à la base de données d'AirParif. Donc ce sont plusieurs millions de données qui sont traitées tous les ans. Et elles sont mises à disposition du public, notamment via notre site internet. Ça, c'est le premier outil, ce sont les stations de mesure. Deuxième outil, les campagnes de mesure. Alors ces campagnes de mesure, elles vont nous permettre de faire trois types de choses. Elles vont nous permettre de mesurer la dispersion de la pollution dans les zones de hotspot, par exemple autour d'un aéroport, autour d'un échangeur du périphérique. Elles vont nous permettre de faire des diagnostics pour des polluants qui ne sont pas encore réglementés, mais pour lesquels on se pose des questions, par exemple les pesticides. Et elles vont nous permettre d'évaluer l'exposition du public dans différents moyens de transport ou tout au long de la journée. Par exemple dans sa voiture, à quoi on est exposé par rapport à un cycliste, par rapport à un piéton, ou tout au long de la journée. Exemple donc pour les pesticides, dans la campagne qui avait été menée en 2007, on avait mis en évidence qu'on retrouvait dans l'air une trentaine de pesticides en Île-de-France, et même à Paris, puisqu'on avait pu mesurer 19 espèces de pesticides. Autre exemple, des mesures dans les moyens de transport qui mettent en évidence qu'en fait c'est l'automobiliste qui est exposé au niveau de pollution les plus importants, que ce soit pour le dioxyde d'azote ou pour les particules. Ça, c'est le deuxième outil. Vous avez donc les stations, les campagnes de mesure. Et le troisième outil, ce sont les outils de modélisation. Ces outils de modélisation, vous avez ici une carte des épisodes de pollution de mars en 2014. Donc, ce sont pour les particules fines, les particules inférieures à 2,5 microns. Et donc, vous voyez ce que les modèles prévoyaient pour le jour même, la veille, le jour même, le lendemain et le surlendemain. Et ces modèles nous permettent de voir, par exemple, que pour cet épisode de pollution, on avait certes un épisode de pollution sur l'agglomération parisienne, mais on avait aussi un épisode de pollution, en fait, sur tout le nord de la France, voire le nord de l'Europe. Autre utilisation des modèles, l'évaluation de la pollution le long du trafic, puisqu'il y a plus de 20 000 km d'axes routiers en Île-de-France. Ce ne serait pas possible de mettre des stations le long de tous les kilomètres de voirie. Donc on utilise la modélisation aussi pour évaluer les niveaux de pollution, à la fois au jour le jour, mais aussi en moyenne sur l'année par rapport à la réglementation. Et puis très bientôt, toutes les heures, quel est le niveau de pollution le long des rues en Île-de-France, et sachant que c'est vraiment le long des axes routiers que l'on a les niveaux les plus importants. Exemple aussi d'outils de modélisation, on l'utilise pour évaluer des mesures qui sont prises par les autorités. Je parlais de mesures d'urgence. Lors de la mise en place de la circulation alternée au mois de mars, c'est par des outils de modélisation, mais qui sont calés avec nos stations de mesure, que l'on a pu mettre en évidence que cette mesure de circulation alternée avait permis de diminuer les niveaux de pollution de particules, en général dans l'agglomération de 2%, mais le long du trafic de 6%, et pour le dioxyde d'azote en général de 7%, mais le long du trafic de 10%. Alors que la baisse du trafic était de 20%, de moins 20% grosso modo sur Paris. Voilà, donc ces trois outils sont vraiment très importants parce que les stations seules ne nous permettent pas de faire des cartes ni de faire des études d'impact. Les campagnes de mesure nous permettent d'affiner la modélisation et de faire des diagnostics pour des polluants pour lesquels on n'a pas encore de réglementation. Et puis les outils de modélisation nous permettent de faire des prévisions et de faire abstraction aussi des effets de la météo et de définir quel est l'impact propre d'une mesure de réduction de la pollution. Rôle aussi important des associations de surveillance de la qualité de l'air, dont AirParif, c'est former et informer. Donc nous avons différents interlocuteurs, donc comme vous aujourd'hui, mais aussi les autorités, les médias, les écoles, les universités, les scientifiques, les médecins, nos homologues étrangers avec lesquels nous travaillons. Et notre action, c'est des actions d'information et de sensibilisation, sachant que l'enjeu, c'est aussi d'interfacer 11 millions de franciliens pour une association de 50 personnes. Tout est mis à disposition sur notre site internet, que ce soit les résultats des stations, que ce soit des rapports d'études, des statistiques et même les prestations de services. Quand on fait une prestation de service, par exemple pour un industriel, les résultats sont mis à disposition sur le site. L'information qui est la plus consultée, c'est le bulletin de pollution atmosphérique, qui est diffusé tous les matins à partir de 11 h et qui est réutilisé par un certain nombre de médias, notamment France 3 le matin et le soir. Au total, nous gérons 5 sites internet, un site qui présente la qualité de l'air dans 110 villes européennes,
Donc ce site internet permet de comparer toutes les heures la qualité de l'air dans les villes européennes. Un site qui est un peu plus technique, qui donne les résultats des outils de modélisation, qui s'appelle Esmeralda. Et 2 sites qui sont en fait des observatoires, un autour du tunnel de l'A86 et l'autre autour des grosses plateformes aéroportuaires d'Île-de-France, qui permet également d'apporter une information tous les jours au public. Pour se mettre à la page, mais aussi parce que on a besoin d'apporter une information qui est de plus en plus interactive et de plus en plus rapide. Donc nous avons aussi développé des informations, notamment sur une application, et puis sur tout ce qui est réseaux sociaux. Et tout ceci se fait avec des partenaires et des relais d'information, donc les municipalités par exemple sur leurs panneaux d'information, les médias, j'ai mentionné France 3, mais il y a également Direct Matin, des radios qui reprennent aussi les indices de qualité de l'air et nos publications, un ballon, l'Observatoire Generali qui se trouve dans le parc André Citroën qui diffuse les indices de qualité de l'air, ce sont les petites LED que vous voyez sur le ballon sur la photo, mais aussi des applis, des bornes interactives et des réseaux sociaux. En cas d'épisode de pollution, notre rôle il est double. Il est à la fois de prévoir ces épisodes de pollution et d'informer les autorités, d'informer les médias et le public. Donc le public, c'est effectivement via les applications, par email, sur notre site internet. Mais ce sont ensuite les autorités qui prennent les mesures de réduction de la pollution. C'est une décision du préfet, ça n'est pas Air Paris qui met en place les actions de réduction de la pollution. Alors, depuis qu'on mesure la pollution atmosphérique, finalement, est-ce que ça va plutôt bien ou est-ce que ça va plutôt mal? Quelques particularités de l'Île-de-France. On a plutôt de la chance, puisqu'en fait, en Île-de-France, nous avons un relief et une météorologie qui sont plutôt favorables à la dispersion de la pollution atmosphérique. Donc on n'est pas dans une cuvette encaissée, on a une météorologie océanique. En revanche, nous avons une région qui est très densément peuplée. La région Île-de-France, c'est 11 millions d'habitants. L'agglomération de Paris, c'est pratiquement 10 millions d'habitants seulement sur 2600 km². C'est plusieurs millions de kilomètres parcourus, plusieurs millions de véhicules, 800 km d'autoroutes et de voies rapides. Et de ce fait, la première source de pollution en Île-de-France reste le trafic routier. Et la seule agglomération vraiment de taille comparable, de météo comparable et puis, je dirais, d'urbanisation comparable, c'est véritablement Londres. Cette carte représente les émissions de polluants, c'est-à-dire les quantités de polluants qui sont rejetés. Ce ne sont pas encore des cartes de concentration, mais elle vous montre un petit peu les particularités de l'Île-de-France. C'est-à-dire que la pollution, les émissions de polluants sont essentiellement concentrées sur Paris et la Petite Couronne et le long des axes routiers. Également pour les gaz à effet de serre, même si les émissions sont un peu plus larges, puisqu'elles sont aussi beaucoup liées au chauffage et à l'urbanisation. Grosso modo, les émissions de polluants de la région Île-de-France, c'est à peu près 10% des émissions nationales, ce qui permet aussi de relativiser le poids de la région au niveau national. Alors la pollution ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez ici un tableau du musée Carnavalet de Paris en 1700. Et vous aviez à l'époque déjà des sources de pollution qui étaient des feux de bois, ou pas que de bois d'ailleurs, des feux de déchets, des feux de poubelle ou ce qu'on appelle des combustions non maîtrisées. Et vous aviez aussi des effets avec des noircissements et des encroûtements sur les bâtiments. Une photo de l'Angleterre à l'ère industrielle. Heureusement, on n'en est plus là, mais ça permet aussi de relativiser par rapport à la situation actuelle. Paris en 1900 avec l'exposition universelle. Donc là aussi, des cheminées et une présence industrielle qui était relativement importante. Et puis, l'épisode de pollution de Londres en 1952, dû au dioxyde de soufre, donc un polluant essentiellement émis par l'industrie, qui a été un petit peu le facteur déclenchant, ou en tout cas qui a conduit à une prise de conscience de l'importance de la pollution atmosphérique, et qui a de cet épisode de pollution et un certain nombre d'épisodes d'accidents industriels ont découlé toutes les réglementations sur la pollution de l'air, la surveillance de la qualité de l'air, les normes et l'information du public. À l'époque, cet épisode avait fait 4500 morts en une semaine. En Île-de-France, la pollution a progressivement évolué d'une pollution industrielle à une pollution de plus en plus liée au trafic.
Et cette pollution de l'air n'est pas une spécificité parisienne, mais c'est vraiment un problème de toutes les grandes agglomérations, donc par exemple à Londres, Santiago de Chili, qui de plus est vraiment dans une cuvette avec de très hautes montagnes à côté, Pékin, Vancouver et bien sûr Paris. Alors, la qualité de l'air aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous reteniez, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'on a 5 polluants qui posent toujours problème en Île-de-France. Ce sont le dioxyde d'azote, les particules, PM10 et PM2,5, je vous expliquerai ensuite la différence entre les deux, l'ozone et le benzène. Et c'est principalement dans l'agglomération parisienne et à proximité du trafic. Et du fait que c'est principalement dans l'agglomération parisienne et à proximité du trafic, cela veut dire aussi que tous les établissements recevant du public sensible, qui sont bien évidemment situés dans l'agglomération parisienne et le plus souvent à proximité du trafic, puisque le réseau routier est particulièrement dense, près de 40 000 personnes sensibles, que ce soit des enfants, des personnes âgées ou des personnes malades, sont donc situées, ce sont dans des établissements qui reçoivent du public sensible qui est exposé à des niveaux de pollution au-delà des réglementations. Et 75 à 80% de ces établissements se situent à Paris. Dans les bonnes nouvelles, ce sont des baisses historiques. Ces baisses historiques, elles peuvent être dues à 3 choses. Essentiellement au recul des émissions industrielles. D'abord parce qu'il y a de moins en moins d'industries lourdes en Île-de-France. Ensuite parce qu'il y a eu de gros efforts de dépollution faits par les industriels. L'amélioration technique des véhicules, avec la généralisation par exemple des pots catalytiques, mais aussi le développement des normes Euro et donc des véhicules de normes Euro récentes qui sont moins polluants que les anciens véhicules. Tout ça, ça a eu un effet notamment sur les polluants primaires comme le monoxyde d'azote et le monoxyde de carbone. Il y a également eu des réglementations, en particulier sur l'essence, qui ont permis de supprimer les problèmes de plomb dans l'air. Vous voyez ici l'impact de la mise en place de la suppression du plomb dans l'essence en 2000. On n'a plus de problème de plomb dans l'air en Île-de-France, on est même en limite de détection des seuils de nos appareils. Et ça a également beaucoup amélioré la situation pour le benzène, en diminuant le taux de benzène dans l'essence. Néanmoins, comme je vous le disais, nous avons toujours des soucis pour un certain nombre de polluants, et en particulier les particules. Alors les particules que nous mesurons, ce sont les particules qui sont inférieures à 10 microns ou inférieures à 2,5 microns. Ce sont, pour le dire autrement, les particules de PM2,5, les particules qui sont 20 fois plus petites qu'un cheveu, et les particules PM10, les particules qui sont 5 fois plus petites qu'un cheveu. Et nous surveillons ces particules parce que ce sont celles qui ne sont pas arrêtées par le nez, mais qui pénètrent donc dans l'appareil respiratoire et cardiovasculaire, mais ma collègue vous en parlera tout à l'heure. Le souci des particules, c'est qu'il n'y a pas une source de particules. Il y a à la fois des émissions directes dans l'atmosphère, donc ce sont les activités humaines, le trafic routier, le chauffage résidentiel et tertiaire, et notamment le chauffage au bois, les industries, l'agriculture, des sources naturelles comme le volcan, mais on a aussi des réactions chimiques dans l'atmosphère, comme pour l'ozone, des gaz qui vont réagir entre eux et former des particules. Il y a également des remises en suspension sous l'action du vent et du trafic, et puis des phénomènes de transport à travers toute l'Europe. Ce qui veut dire que pour lutter contre ces niveaux de pollution, on peut agir essentiellement sur les émissions directes, et puis on peut agir sur le transport à condition d'avoir des réglementations à l'échelle européenne. En revanche, il est beaucoup plus difficile d'agir sur les transformations chimiques et sur les remises en suspension. Pour les particules, grosso modo, on a de 1 à 4 millions de franciliens en fonction des années qui sont exposés à un air qui ne respecte pas la réglementation, et ce, essentiellement, là encore, à Paris, le long de la Petite Couronne. Le souci étant que ces niveaux de particules sont aussi plutôt stables. Donc le premier graphique que vous avez en haut sur la moyenne annuelle, en fait, ce sont les stations de fond. Donc les stations qui sont éloignées du trafic, mais qui représentent la qualité d'air générale d'un secteur géographique. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas véritablement de tendance. Et le deuxième graphique en dessous représente les niveaux de particules le long du trafic, le long des stations de trafic. Et là, vous voyez qu'on est non seulement au-dessus de la valeur limite qui est de 40 microgrammes par mètre cube depuis 2005, mais là aussi, il n'y a pas véritablement de tendance. C'est à cause de cette situation que l'on est d'ailleurs en contentieux avec l'Union européenne pour non-respect des directives européennes sur les particules. Donc,
Pour élargir un petit peu la vue, voici les situations de particules pour PM10 en 2010 à l'échelle de l'Europe. Donc Paris ressort assez nettement, mais beaucoup d'autres États membres, notamment dans les pays de l'Est, mais aussi en Italie avec ici la vallée du Pô, sont aussi soumis à des niveaux de particules relativement importants. Et ils ne respectent d'ailleurs pas non plus la réglementation. Autre polluant qui est à la fois un polluant qui pose souci actuellement, mais qui risque encore de nous poser souci pendant plusieurs années, c'est le dioxyde d'azote. Alors le dioxyde d'azote, il provient majoritairement du trafic routier, donc à 54%, donc plus de la moitié des oxydes d'azote émis dans l'atmosphère proviennent du trafic routier. Là-dedans, la responsabilité des véhicules personnels est de 42%, mais il ne faut pas non plus oublier la responsabilité des poids lourds de 30% et des véhicules de livraison de 18%. L'autre source importante d'oxyde d'azote, c'est le chauffage, aussi bien pour pour les entreprises que pour les particuliers. Ensuite, on retrouve aussi les plateformes aéroportuaires et puis tout ce qui est extraction, transformation et distribution d'énergie, mais aussi l'industrie manufacturielle. Là, à peu près la même chose que pour les particules. On a de l'ordre de 3 millions de franciliens qui sont exposés à un air qui ne respecte pas la réglementation, dont 9 Parisiens sur 10, puisque là aussi, c'est essentiellement dans l'agglomération parisienne et le long du trafic. Et là aussi, on a une tendance qui était depuis les années 96 plutôt à l'amélioration et qui tend vraiment à se stabiliser ces dernières années, voire légèrement à augmenter le long de la circulation. Et on explique cette légère augmentation par la dieselisation du parc. C'est-à-dire que pour lutter, pour lutter contre les particules, sont mis en place des filtres à particules et des filtres à particules catalysés produisent du dioxyde d'azote. Et comme on a un parc de plus en plus diesel, ça explique en partie pourquoi les niveaux de dioxyde d'azote ne diminuent plus, en tout cas, voire même augmentent légèrement le long du trafic. Troisième polluant qui nous pose souci, ou quatrième si on compte les PM10 et PM2,5, l'ozone et la pollution photo-oxydante. Juste un petit rappel là aussi, là où nous vivons et nous respirons, nous émettons de l'ozone. Enfin, plus exactement, les polluants comme les oxydes d'azote et les hydrocarbures réagissent entre eux pour former de l'ozone. C'est ce qu'on appelle le mauvais ozone. Il est en quantité trop importante. En revanche, à très haute altitude, c'est la couche d'ozone qui nous protège des rayons UV du soleil, et cette couche d'ozone est en quantité insuffisante. Malheureusement, il y a peu d'échanges entre les deux, mais que ce soit le bon ozone ou le mauvais ozone, ça reste la même molécule. Alors là aussi, un petit peu de chimie atmosphérique. L'ozone n'est pas directement émis dans l'atmosphère, il provient de réactions chimiques entre les oxydes d'azote, qui sont émis notamment par les gaz d'échappement, et des hydrocarbures, qui proviennent de l'essence, des peintures, colle, solvants, aussi bien d'usage industriel que d'usage domestique. En été, quand il fait chaud, quand vous avez un ensoleillement très important, les rayons UV du soleil vont catalyser une réaction chimique, et donc vous allez avoir une réaction entre ces oxydes d'azote et ces hydrocarbures pour former de l'ozone. C'est pour ça que l'ozone est un polluant estival, on le trouve essentiellement en été, et c'est aussi un polluant qui voyage. Comme pour les particules, il a la faculté de se déplacer à travers toute l'Europe. Vous voyez ici l'épisode de pollution de la canicule de 2003, où canicule au moment de laquelle on a eu énormément d'ozone puisqu'on avait toutes les conditions pour produire de l'ozone, donc des températures très importantes et un ensoleillement très important. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en fait, l'épisode de pollution concernait toute l'Europe, pas seulement la région Île-de-France. C'est donc une problématique locale, mais aussi continentale. D'autant que quand on produit de l'ozone en Île-de-France, certes, on récupère de l'ozone des régions avoisinantes, mais on exporte aussi notre panache d'ozone vers les régions qui sont sous le vent de l'agglomération parisienne. Les niveaux d'ozone, en fait, sont les seuls pour lesquels on a eu une augmentation. Les niveaux ont été multipliés par 2 entre 1992, dans les années 90 et actuellement. Ils ont tendance à se stabiliser.
Et on a un dépassement du seuil de protection de la santé tous les ans. C'est-à-dire que même quand ces cartes sont vertes, ça veut dire qu'on a au minimum 1 jour ou 2 de dépassement du seuil de protection de la santé. Mais ce dépassement est plus ou moins intense en fonction des conditions climatiques de l'été. Grosso modo, quand vous avez un été comme cette année avec un mois d'août relativement pluvieux et venteux, c'est pas terrible pour le tourisme. En revanche, ça évite d'avoir trop d'ozone. Je plaisante, mais c'est vrai que cette formation de l'ozone est vraiment très liée aux conditions climatiques. Et vous voyez en particulier la canicule de 2003 avec une carte qui est vraiment très particulière. Alors, quelques perspectives pour avancer, et avant de passer la parole à ma collègue. La surveillance de la qualité de l'air, c'est quelque chose qui évolue en permanence, sous l'influence des réglementations, notamment des réglementations européennes, sous l'évolution des connaissances médicales, sur le développement aussi des nouvelles technologies. Qui dit nouvelles technologies dit vraisemblablement nouveaux polluants. Il y a donc des polluants pour lesquels nous avons diminué la surveillance, par exemple le dioxyde de soufre, le plomb. Et puis il y a des polluants pour lesquels nous augmentons la surveillance, par exemple les particules fines, PM2,5, et des polluants pour lesquels nous commençons déjà à nous poser des questions. Les nanoparticules, le carbone suie, qui fait le lien entre pollution atmosphérique et qui est aussi un polluant du climat, les dioxines, les furanes, les pesticides, et surtout l'importance de faire le lien vraiment entre polluants atmosphériques et gaz à effet de serre. On se pose aussi des questions, donc dans la surveillance qui était d'abord une surveillance dans l'environnement, de plus en plus sur une connaissance intégrée de l'exposition de la population à la pollution en fonction des environnements que l'on traverse. On passe en effet 80% de son temps à l'intérieur des bâtiments. Et à l'intérieur des bâtiments, la qualité de l'air, c'est de l'air extérieur plus des sources de pollution intérieure. Et puis dans les transports, là où on a les niveaux de pollution les plus importants en Île-de-France. Donc voilà, pour nous, la pollution de l'air extérieur par rapport à il y a 35 ans, c'est une pièce du puzzle, et de plus en plus, on essaie d'avoir une image un peu plus complète, ou en tout cas un puzzle un peu plus large, avec le lien entre cette pollution de l'air extérieur, l'exposition du public, et puis les liens avec le changement climatique. Et je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à ma collègue. Donc maintenant que vous avez une connaissance un peu plus précise de ce qu'est la pollution de l'air, on va passer à la question des impacts de la pollution de l'air sur notre santé. Donc moi, je suis chargée d'études à l'Observatoire régional de santé Île-de-France. Donc je coordonne un programme de surveillance des effets sanitaires de la pollution de l'air dans la région. Donc ce programme existe depuis une vingtaine d'années. Donc je reviens rapidement sur l'historique, ça a été déjà un petit peu évoqué par Karine Léger. Donc, les effets de la pollution de l'air sont connus de longue date, et en particulier, ils ont été mis en évidence de façon criante lors de la survenue de ces épisodes aigus de la pollution de l'air, où la pollution de l'air était véritablement visible, comme l'illustrent ces photos. Donc on retient en particulier l'épisode de Londres en décembre 1952, mais il y a eu d'autres épisodes d'une telle ampleur avec des effets aussi marqués. Donc en termes d'effets, on voit une élévation. Donc là, en bas, vous avez les jours de ce mois de décembre 1952, avec en bas les courbes de niveau de pollution de l'air, où on voit un pic très important sur une période d'une semaine, et en parallèle, un pic de nombre de décès survenus au même moment. Donc ce sont les 4500 décès que Karine a évoqué tout à l'heure. Donc on a des effets véritablement visibles de la pollution de l'air. Donc ces épisodes dramatiques ont conduit à des politiques drastiques de maîtrise des émissions industrielles. Donc ces épisodes extrêmes ont
ont disparu, ce qui fait que très vite, au bout de quelques décennies, ces effets sur la santé liés à la pollution de l'air n'étaient plus flagrants. Ce qui fait que dans les années 80, la pollution de l'air était considérée comme un problème sous contrôle et on n'en considérait plus que c'était un problème de santé publique à part entière. Mais dans le même temps, les sources ont évolué, comme l'a évoqué Karine. Et ce n'est vraiment que dans le début des années 90 que cette question a réémergé. Donc il a fallu mettre en place des méthodes épidémiologiques, statistiques et expérimentales adaptées qui elles seules, ont pu permettre de mettre en évidence les effets de la pollution de l'air à des niveaux devenus, pour le coup, très faibles. Donc les liens entre pollution de l'air et santé sont complexes. Donc, comme l'a évoqué Karine, il existe un grand nombre de polluants dans l'atmosphère. Les mécanismes d'action de ces polluants sur la santé sont complexes. Tout le monde n'est pas exposé de la même manière. À proximité du trafic, par exemple, les niveaux de pollution sont beaucoup plus élevés. Les sensibilités aux polluants de l'air d'un individu à l'autre sont variables. Au final, le risque individuel est faible. Donc ces effets ne sont plus aussi facilement visibles qu'à une certaine époque. Et au final, un autre facteur de complexité est que la pollution de l'air n'est qu'un facteur de risque parmi d'autres. Donc j'ai choisi l'exemple des maladies cardiovasculaires pour illustrer ce concept de facteurs de risque. En effet, ils sont multiples. Concernant les maladies cardiovasculaires, on peut prendre en compte l'âge ou le sexe des individus, les facteurs de risque comme l'alcool, la consommation d'alcool ou de tabac, le fait d'avoir un surpoids ou des problèmes d'obésité. La question de l'alimentation, bien sûr, constitue un facteur de risque. Les expositions professionnelles, les antécédents familiaux, avec toute la question des facteurs génétiques, le manque d'activité physique et la pollution de l'air, qui, parmi tout cela, contribue à la survenue de ces pathologies. Donc, comment mettre en évidence les effets proprement dits de la pollution de l'air concernant la survenue de ces pathologies? Donc, on a différents outils à disposition. D'une part, les études épidémiologiques qui permettent de mettre en relation les informations entre l'état de santé et les expositions, les expositions aux polluants atmosphériques au sein d'un groupe de population. Donc on a des relations statistiques, donc ça ne permet pas d'en déduire directement le lien de causalité. Donc pour étayer ce lien de causalité, on a de manière complémentaire à disposition des résultats d'études expérimentales et toxicologiques. Donc le problème de ces études, c'est qu'elles se font rarement chez l'homme, donc plus généralement chez l'animal. Donc après, il y a les problèmes d'extrapolation des résultats à l'homme. Toutefois, ces études nous permettent de comprendre les mécanismes et de trouver des explications qui vont étayer ce lien de causalité. Donc, concernant les études épidémiologiques, c'est véritablement les premiers résultats de ces études au début des années 90 qui ont fait que la question de la pollution de l'air est redevenue une préoccupation sanitaire et qui a permis toutes ces avancées sur la réglementation, en particulier l'instauration dans la loi sur l'air de 1996 d'un droit à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Donc, depuis le début des années 90, ces questions bénéficient d'une large littérature avec un nombre conséquent et toujours croissant de résultats publiés sur ces questions qui nous permettent de progresser dans la compréhension de ces phénomènes complexes. Donc, j'évoque rapidement les mécanismes. Je prends le cas des particules. Donc, en moyenne, un adulte inhale chaque jour entre 10 000 et 20 000 litres d'air selon son activité. Donc, il y a des échanges très importants entre les échanges gazeux au niveau du poumon, qui fait qu'il y a une très large surface d'exposition du corps humain aux polluants atmosphériques. Donc, comment interagissent ces polluants avec le corps humain? Donc, on a identifié deux mécanismes principaux. Donc, un premier mécanisme de dépôt des particules à différents niveaux de l'arbre respiratoire, donc jusqu'aux alvéoles pour les particules les plus fines, qui vont entraîner des phénomènes inflammatoires, donc le fameux stress oxydatif dont vous avez pu entendre parler.
donc qui va générer d'une part une irritation des muqueuses, altérer les tissus et donc créer tous ces problèmes pulmonaires, et d'autre part ces médiateurs de l'inflammation qui vont être libérés vont passer dans le sang, ce qui fait que les effets vont s'étendre à l'ensemble de l'organisme et toucher d'autres organes que le poumon. Donc c'est un premier mécanisme. Ensuite, un deuxième mécanisme où les particules proprement dites vont passer la barrière sanguine et vont contribuer à des phénomènes comme la progression de l'athérosclérose, donc, qui consiste en un dépôt d'une plaque sur les parois des artères, ce qui va pouvoir entraîner des lésions sur la paroi artérielle, ce qu'on appelle la sclérose, qui peut conduire d'une part à l'obstruction des vaisseaux ou d'autre part à la rupture et donc entraîner toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Donc voilà, au final, l'interface se fait au niveau du poumon, mais tous les organes, le cœur, tous les organes liés à la vascularisation vont pouvoir être touchés par ces polluants de l'air. Donc, je vais maintenant vous présenter les enseignements des études épidémiologiques. Donc, schématiquement, on distingue deux types d'effets. Donc, les effets à court terme, qui se produisent de quelques heures à quelques jours après l'exposition, d'une part, et d'autre part, les effets à long terme, qui se produisent après plusieurs années d'exposition. On parle d'une exposition chronique. Donc, c'est très schématique. Les deux sont bien sûr complètement imbriqués l'un dans l'autre, ils sont très liés. Mais du coup, en termes d'approche épidémiologique, on aborde les deux questions avec des méthodes différentes. Donc, on a ici des effets à court terme. Donc, les plus courants, on parle de la toux, d'expectoration, ça crée des phénomènes d'essoufflement, d'irritation du nez, des yeux, de la gorge. Après, pour les plus sévères, il va y avoir une aggravation des symptômes des pathologies chroniques, donc respiratoires et cardiovasculaires, comme je viens de l'exposer, qui peuvent conduire les individus à recourir au système de soins, en particulier au service des urgences, ou à être hospitalisés. Ça peut même aller jusqu'à la précipitation du décès. Je présente là une pyramide des effets. Donc pour les premiers, ils vont toucher une plus large part de la population. Et heureusement, pour les effets les plus sévères, une partie moins importante, bien sûr, de la population va être concernée. Donc comment étudie-t-on ces effets à court terme? Je vais prendre l'exemple de ce programme de surveillance de la pollution de l'air que j'anime, le programme Air Pur, pour évaluation des risques de la pollution urbaine sur la santé. Donc, il consiste à surveiller les effets donc, à court terme de la pollution de l'air. L'objectif est de mettre en relation les niveaux quotidiens de polluants atmosphériques, donc ceux qui sont mesurés par AirParif, avec des nombres totaux de décès et d'hospitalisation enregistrés chaque jour sur notre zone d'étude. Donc notre zone d'étude va consister en Paris et les 3 départements de proche couronne. Donc on compte le nombre de décès sur cette zone d'étude qui ont lieu chaque jour. Donc l'hypothèse qu'il y a derrière, c'est qu'on se dit que lorsqu'il y a une élévation d'un jour à l'autre du niveau de pollution, cela doit conduire à une élévation d'un jour à l'autre, consécutif à ces élévations de niveau de pollution, de polluants dans l'air, du nombre de recours aux urgences, par exemple, du nombre d'hospitalisations, du nombre de décès. Donc on va avoir des modèles statistiques qui vont permettre de mettre en relation ces deux séries de données. Donc pour avoir une puissance statistique suffisante, on se place sur une série de données de 3 à 5 ans. Donc il nous faut un certain recul pour pouvoir réaliser ce type d'études. Donc dans nos modèles, on va prendre en compte tout ce qu'on appelle les cofacteurs qui peuvent individuellement expliquer à la fois les élévations de niveau de pollution de l'air et les élévations du nombre d'événements sanitaires quotidiens. Donc il va s'agir des conditions climatiques, mais également ce qui va pouvoir influer le système de soins, donc la prise en compte des jours fériés, des vacances scolaires, et donc bien évidemment les épidémies de grippe et les périodes de pollinisation également. Donc en termes de résultats, ces études montrent que lorsque les niveaux moyens de pollution de l'air augmentent d'un jour à l'autre,
on constate une augmentation de quelques pourcents du nombre de recours aux urgences, d'hospitalisation, voire même de décès. Et cette relation qui a été mise en évidence montre qu'il n'existe pas de seuil à l'échelle de la population. C'est-à-dire que dès les niveaux de pollution les plus faibles, dès les élévations de niveaux de pollution les plus faibles, on va pouvoir observer les effets sanitaires. Donc, même lorsqu'on se place en dehors des épisodes de pollution, même si les normes sont respectées. Donc on parlait des normes, c'est déjà important qu'il y ait des normes. Pour autant, même lorsqu'on se place en dessous de ces seuils, on observe tout de même les effets à court terme. Donc si on traduit ces élévations de risque, ce n'est pas forcément facile à appréhender. Donc en termes d'impact, donc on parlait d'élévation de quelques pourcents, donc c'est un risque qui au niveau individuel est faible, mais vu qu'on peut se soustraire à la pollution de l'air, lorsque ce risque individuel est rapporté à l'ensemble de la population, ça représente un impact sanitaire important. Donc on a fait ce calcul pour notre zone d'étude, donc Paris et les départements de Petite Couronne. Et donc ça a permis d'estimer que la pollution de l'air était directement responsable de l'ordre de 1200 hospitalisations, donc pour causes cardiovasculaires et respiratoires, ce qui représente environ 2,3% des hospitalisations annuelles, et 300 décès, ce qui représente un petit peu moins d'1%. Donc avec nos outils, on peut quantifier uniquement les effets les plus graves. Donc on ne peut pas quantifier les effets relatifs au bas de la pyramide, qui concerne une population beaucoup plus large. Mais concerne donc vraisemblablement une part de la population beaucoup plus large. Et finalement, la pollution de l'air, même si on quantifie en nombre de décès ou d'hospitalisation, c'est une véritable atteinte à la qualité de vie. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas mesurer, estimer, mais par déduction, c'est les conclusions qu'on peut avoir. Donc, pour ce qui concerne l'impact de la pollution de l'air, on raisonne à l'échelle de la population. Donc en effet, au niveau individuel, lorsque quelqu'un va se présenter aux urgences, on ne pourra pas lui dire c'est à cause de la pollution de l'air. On ne peut que raisonner à l'échelle de la population pour quantifier l'impact. Ce sont des symptômes qui ne sont pas spécifiques et, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui peuvent être liés à d'autres facteurs de risque. Donc ensuite, on n'est pas tous égaux donc, face à la pollution de l'air. Parler de ces facteurs de risque que certaines personnes peuvent cumuler. Donc il y a une grande variabilité à l'échelle individuelle, ce qui fait que dans ces nombres de décès, ces nombres d'hospitalisations qu'on va comptabiliser, finalement, qui va être touché en premier lieu. Donc ça va être ces populations vulnérables. Donc j'en ai listé ici, la liste n'est pas exhaustive. Donc parmi ces populations vulnérables, on peut citer les enfants, dont le poumon n'est pas complètement formé avant l'âge de 10-12 ans, donc qui va représenter une sensibilité particulière aux polluants de l'air. Les personnes âgées, qui sont d'une part plus sensibles à raison du vieillissement de leur tissu respiratoire et qui ont souvent d'autres pathologies associées et qui ont une diminution de leur défense au niveau du poumon. On va citer également les personnes qui souffrent de pathologies chroniques. Également les fumeurs, celles qui cumulent d'autres facteurs de risque, la fumée de tabac étant un irritant puissant de l'appareil respiratoire. Donc qu'en est-il maintenant des effets à long terme? Donc là, on était vraiment sur les manifestations au jour le jour de la pollution de l'air. Donc à long terme, la pollution de l'air va être responsable du développement de pathologies cardiovasculaires. Donc je vous ai montré tout à l'heure les mécanismes. Et de pathologies respiratoires chroniques. On observe également à long terme des effets sur la reproduction, avec un risque de naissance prématurée pour les femmes enceintes qui ont été exposées à la pollution de l'air. Et des risques également pour le fœtus ou pour le nouveau-né d'avoir un plus faible poids au moment de la naissance. On va observer la pollution de l'air va également être responsable de cancers. Donc récemment, donc en 2012, le CIRC, donc le Centre international de recherche
contre le cancer, qui est un organe émanant de l'Organisation mondiale de la santé, a classé les gaz d'échappement des moteurs diesel cancérigènes pour l'homme. En 2013, ce classement a été étendu à l'ensemble de la pollution de l'air. Ensuite, d'autres effets vont être liés à l'exposition chronique à la pollution de l'air. Comme je vous l'ai dit, les résultats scientifiques, tous les jours, on a la littérature qui est alimentée par de nouveaux résultats. Donc récemment, certains travaux montrent des effets concernant le développement neurologique de l'enfant ou des pathologies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson. Donc une action de la pollution de l'air sur ces pathologies. Et donc à long terme, bien sûr, la pollution de l'air va entraîner des décès. Donc, comment est-ce qu'on étudie les effets à long terme? Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y avait deux approches très différentes pour étudier ces deux types d'effets. Donc on va s'intéresser à un groupe de population conséquent. Donc ça va aller de 20 000 à plusieurs centaines de milliers d'individus. Donc on appelle ça des cohortes. Donc le principe sur ces cohortes d'individus est de recueillir de manière périodique les informations individuelles à la fois sur l'état de santé et les caractéristiques, donc les habitudes tabagiques, la profession, l'âge, le sexe, tous ces facteurs de confusion à prendre en compte. Donc d'une part, tout ce qui concerne l'état de santé et les caractéristiques, et d'autre part, tout ce qui va concerner l'exposition à la pollution de l'air. Donc les gens au cours d'une vie peuvent être amenés à se déplacer. Donc on va s'intéresser à leurs différents lieux de résidence, ce qui va permettre de reconstruire une exposition, donc à partir des données toujours fournies par les associations de surveillance de la qualité de l'air. Et donc le principe de ces études qui vont durer plusieurs dizaines d'années, parce que les gens, au moment de l'inclusion, heureusement pour la plupart sont en bonne santé, donc c'est qu'au fil du temps, donc on parle d'une exposition chronique. Donc on va analyser la relation entre l'évolution de l'état de santé, donc soit la survenue d'un événement sanitaire ou bien le décès, et l'exposition des individus à la pollution atmosphérique au cours des années précédentes. Donc ça va permettre d'évaluer des augmentations de risque. Donc en termes de résultats, ces études, donc on a une littérature qui est plus récente. Les effets sanitaires de la pollution de l'air ont d'abord été identifiés à court terme. Donc ce n'est qu'après, étant donné que les protocoles d'études sont beaucoup plus lourds et qu'il y a un temps d'études qui est assez long, la littérature aujourd'hui commence à être riche, mais il y a une dizaine d'années, c'était loin d'être le cas. Il y avait un ou deux résultats qui étaient présentés sur la place publique. Aujourd'hui, on a une richesse de la littérature. Et donc en termes de résultats, on montre des augmentations de la mortalité entre 6 et 14% pour une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube des niveaux de particules. Donc c'est le curseur qu'on a choisi et ce qui permet de comparer les résultats d'une étude à l'autre pour avoir la même référence. Et donc tout à l'heure, en termes d'effets à court terme, j'ai parlé d'élévation de quelques pourcents. Donc là, on voit que en termes de pourcentage, les risques sont beaucoup plus élevés. Donc réellement, les risques liés à une exposition chronique sont beaucoup plus importants que ceux liés à une exposition à court terme. Donc, tout à l'heure, Karine montrait l'iceberg avec la problématique des épisodes de pollution. Et vraisemblablement, on est vraiment dans cette configuration en termes d'impact sanitaire. Donc si on traduit ces élévations de risque en termes d'impact, cela représente de l'ordre de 2000 décès anticipés par an à Paris et proche couronne, ce qui représente environ 5% des décès, donc qui pourraient être évitables si on ramenait les niveaux de particules PM2,5 proches de zéro. Donc on traduit également cet impact en termes de perte d'espérance de vie, qui est une autre manière d'exprimer ces chiffres. Donc, ce travail a été fait dans le cadre du projet AFECOM, qui est un projet européen, auquel l'ORS a participé. Donc, là, vous avez les résultats pour 25 grandes agglomérations européennes. Donc, pour Paris, si on traduit ces 2000 décès annuels en termes d'impact, ça représente environ 6 mois d'espérance de vie
de perte d'espérance de vie. En fait, pour estimer ces impacts, on les estime sur la base de scénarios. Et là, pour le coup, le scénario qui avait été retenu, c'était si on respectait la valeur qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé, qui est à 10 microgrammes de particules fines par mètre cube. Donc finalement, sur ces résultats, les données de pollution de l'air qu'on a utilisées, c'est les données de pollution de fond. Mais on n'est pas, la population n'est pas exposée réellement à ce niveau de fond. Et en particulier, il y a des populations, notamment celles qui résident à proximité du trafic routier, qui sont exposées à des niveaux de pollution de l'air beaucoup plus élevés. Certaines études se sont intéressées spécifiquement à ces populations pour essayer de voir, essayer d'estimer ce risque. Et donc, vous voyez sur ce schéma, en bas à droite, donc sur l'axe des abscisses, on a la distance à un axe routier important. Donc pour estimer l'exposition, on a pris cette manière indirecte d'évaluer l'exposition, donc avec la distance à l'axe routier. Et donc on montre que les risques, donc là en l'occurrence c'était le risque de survenue d'un asthme, est beaucoup plus important lorsqu'on se situe à moins de 175 mètres de l'axe routier que lorsqu'on s'éloigne. Donc à partir de ce résultat, on a évalué l'impact. On a essayé de traduire cette augmentation de risque en termes d'impact sanitaire. Donc on a fait ce calcul sur Paris et les 3 départements de Proche-Couronne. Donc on a estimé le nombre d'enfants. Donc on s'est focalisé sur les enfants, sur cette population particulière. Qui résidaient à moins de 75 mètres d'un axe à fort trafic. Notre curseur, c'est 10 000 des axes sur lesquels circulent plus de 10 000 véhicules par jour. Donc ça représente environ 400 000 individus. Et du fait de résider à proximité de ces axes, le fait de résider à proximité de ces axes est responsable de la survenue de 16% des nouveaux cas d'asthme. Ce qui est réellement très important. En termes d'effets à court terme, cette problématique, le fait de résider à proximité des axes routiers, est responsable de 16% des hospitalisations pour asthme, toujours dans cette population, et de près de 30% des crises d'asthme. Donc ce travail est très innovant, donc ça a été publié en 2012. Ça a réellement une vocation illustrative, donc on a pris le cas de l'asthme. Et l'idée est de montrer vraiment la responsabilité du trafic routier en termes d'impact sanitaire de la pollution de l'air. Donc ce travail a été fait sur Paris et dans 10 autres agglomérations européennes où on obtient des résultats comparables. Donc ce travail avait été fait sur d'autres pathologies, la bronchite chronique et des pathologies coronariennes. Et donc on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu sur l'impact sanitaire important de la pollution de l'air, en particulier en Île-de-France, essentiellement lié à une exposition chronique. Donc il faut continuer les efforts d'amélioration de la qualité de l'air en zone urbaine. L'Observatoire régional de santé a pour vocation d'accompagner les décideurs en leur fournissant des résultats qui leur permettent d'appuyer leur politique publique. Donc on a vraiment ce rôle moteur pour faire prendre en compte ces problématiques. Donc juste à titre d'illustration, il y a d'autres résultats dans la littérature. On observe bien évidemment les bénéfices des actions qui ont pu être entreprises. Donc il y a un travail qui a été fait aux États-Unis qui a permis de montrer que l'espérance de vie a été améliorée de 15% entre 1980 et 2000 en lien avec une baisse importante des niveaux de particules. Dans d'autres cas,
ont pu illustrer aussi ces bénéfices sanitaires d'amélioration de la qualité de l'air. En particulier à Dublin en 1990, du jour au lendemain, l'utilisation du charbon a été interdite. Donc on a montré une diminution très importante des niveaux de fumée noire, qui est un autre indicateur particulier. Et en lien avec cette diminution brutale des niveaux de pollution, on a montré une diminution de 6% de la mortalité. Donc clairement, l'amélioration de la qualité de l'air constitue un enjeu pour améliorer la santé. Donc l'autre grande conclusion, c'est que le trafic routier pèse lourd en termes d'impact sanitaire. Pour notre région et d'autres grandes agglomérations en France et dans le monde, c'est essentiellement lié au fait d'une urbanisation dense à proximité des voies à grande circulation. Donc ce qui invite à prendre en compte dans les politiques d'aménagement les densités de population, à avoir également une vigilance sur l'implantation des établissements qui reçoivent des publics sensibles. Donc, la question de la circulation routière doit constituer une priorité d'action. Et donc je cite là une réflexion d'un commissaire européen à la Direction générale de l'environnement qui m'avait marqué dans un événement qui traitait de ces questions, donc qui soulignait que c'était difficile de concilier le droit à la mobilité, la fameuse libre circulation qui est chère à l'Union européenne, et le droit à la santé. Il a terminé en disant que dans le droit communautaire, c'est la santé qui prime. Donc je pense que nos politiques devraient réfléchir de manière plus sérieuse à cet aspect-là. Donc un autre point de ma conclusion, c'est qu'il y a des synergies possibles entre les politiques publiques. On a évoqué tout à l'heure la lutte contre la pollution de l'air locale a aussi des bénéfices sur les enjeux de réchauffement climatique plus globaux. Si on s'attaque au trafic routier, on peut aussi attendre des bénéfices en termes de diminution du bruit, qui est une autre problématique importante de santé publique. Si on favorise les mobilités actives, au final, ce n'est pas le vélo qui va résoudre la question de la pollution de l'air locale, à moins vraiment d'avoir tout le monde sur des vélos. Mais il y a aussi des bénéfices sanitaires réellement importants en termes d'augmentation liés à l'augmentation de l'activité physique. Un autre point, c'est que si on agit sur le trafic, il faut vraiment s'assurer que les mesures qu'on va proposer vont pas avoir des conséquences pour les populations qui résident un peu plus loin et ne pas creuser les inégalités d'exposition environnementale. Donc pour finir, je cite quelques chiffres clés dans le monde qui, lorsque les rapports sont publiés, ont un petit peu d'écho dans la presse. Vous les avez peut-être déjà entendus. Donc récemment, l'OMS a publié une estimation de la charge de morbidité, the burden of disease en anglais, imputable à la pollution de l'air. Donc dans le monde, ça représente 3,7 millions de décès attribuables à la pollution de l'air. Donc ces décès sont localisés essentiellement dans le Pacifique Ouest et en Asie du Sud-Est. En Europe, ça représente tout de même 200 000 décès par an. Donc il y a un travail, je cite également un travail qui est un petit peu plus ancien, mais ce chiffre des 42 000 morts, on l'entend souvent, il est repris par les médias, pas forcément à bon escient, mais donc je trouvais que c'était intéressant de le citer aujourd'hui avec la source. Donc ce calcul a été fait en termes d'espérance de vie, donc c'est au niveau de l'Europe, de l'Union européenne des 25, c'est 3,7 millions d'années de vie perdues par an, ce qui représente 348 000 décès prématurés donc chez les 30 ans et plus. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes chiffres parce qu'on est basé sur des scénarios, donc les hypothèses de départ sont un peu différentes, donc il faudrait se replonger dans la méthodologie pour bien comprendre d'où viennent les différences. Et donc en France, ça représente 480 000 années de vie perdues, soit 42 000 morts. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous ai mis quelques références ici.
Et donc, je laisse la place au temps des questions. J'espère que vous en aurez. C'est une problématique complexe. Bonsoir mesdames. Dans la mesure où c'est pas encore résolu tous ces problèmes-là, existe-t-il des masques à utiliser à un titre individuel qui protègent des particules? Je veux bien. Dans l'absolu, il en existe. S'il y a des problématiques en milieu professionnel qui nécessitent des équipements de protection adéquats, pour le particulier, on va dire, dans le commerce, je pense que les masques qui sont proposés ont une efficacité très limitée. Je pense que pour se protéger, on voit souvent quelques cyclistes qui portent des masques. Je pense que déjà, une manière de se protéger, c'est de respirer par le nez. Ça a l'air tout bête comme ça, mais c'est déjà une première mesure qu'on peut prendre au niveau individuel, qui est le moyen de filtrage et de protection naturelle du corps. Donc voilà ce que je peux dire sur les masques. Après, j'imagine que si on creuse un petit peu la question, on doit pouvoir se procurer un masque qui propose une certaine efficacité, mais il restera toujours, de toute façon, les particules les plus fines et les polluants gazeux. Ouais. Oui. À défaut de diminuer les émissions, est-ce qu'on ne peut pas influencer sur l'évacuation des polluants? Vous avez parlé des rues. Il y en a quelques-unes à Paris là, qui sont de véritables tranchées où l'air stagne. Et je me demande si les avenues boisées, est-ce que ça augmente peut-être aussi la pollution, puisque ça doit freiner le déplacement d'air. Et est-ce que vous faites des suggestions urbanistiques pour qu'on ne fasse pas des rues comme ce qu'on faisait autrefois à Paris, là, qui sont de véritables tranchées? Alors, les arbres, en fait, les arbres sont efficaces à partir du moment... En fait, c'est pas le fait vraiment d'avoir un arbre, c'est plus que, par exemple, dans les zones boisées comme Vincennes ou Boulogne, en fait, vous avez beaucoup moins de circulation. Donc, c'est des espaces qui sont intéressants parce que vous avez moins de trafic. Et si sur une rue, vous avez un espace boisé qui va limiter le trafic, vous limitez le trafic, donc vous limitez les émissions. Par rapport à l'urbanisation, la réflexion, elle est plutôt sur la diminution des émissions. Elle est vraiment sur la diminution des émissions et notamment l'exposition de ce que tu disais tout à l'heure, des bâtiments recevant du public sensible à proximité de grands axes de circulation. Par exemple, le boulevard périphérique est un des axes les plus chargés en France. Notre station du boulevard périphérique enregistre les niveaux les plus importants en termes de dioxyde d'azote. Et la réflexion, je pense, en termes d'urbanisation, de plan d'urbanisation, elle est plus sur la localisation des établissements recevant un public sensible, mais aussi par rapport à tous les gens qui habitent le long de ces grands axes de circulation. Et c'est plutôt ces gros axes de circulation où on mesure les niveaux les plus importants que les petites rues canyons, qui certes ont des niveaux de pollution liés au trafic important, mais ça n'a rien à voir avec le boulevard périphérique, par exemple. On a quand même construit le long du boulevard périphérique des hôpitaux. Et le dernier, c'est Robert Debré, un hôpital pour enfants en plus. Il y a des hôpitaux, il y a des stades, il y a des crèches, il y a des écoles. Mais le souci de l'Île-de-France, c'est que la densité du trafic est telle, du réseau routier est telle, que la plupart des établissements recevant du public, en fait, sont à proximité d'un axe de circulation. Oui, pour vous rendre compte des pics de pollution sur Paris, rendez-vous simplement au fort de Châtillon. Vous dominez à ce moment-là tout Paris. Vous verrez le sommet de la tour Montparnasse, vous verrez la tour Eiffel, vous ne verrez pas Paris. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Oui, on a même une station en haut de la tour Eiffel qui... alors je ne sais pas si j'avais mis des photos sur ma présentation. Oui, mais là, vous ne voyez pas du tout Paris. Elle est là. Ça, c'est un exemple d'épisode de pollution, en fait. Et effectivement, quand vous êtes en dessous, vous ne voyez pas Paris. Aïe. Je ne sais pas où est le curseur, je ne trouve plus. Et voilà. Donc, effectivement, quand vous êtes en dessous, c'est ce qu'on appelle
Donc vous avez la couche de pollution atmosphérique, c'était lors d'un épisode de pollution en 2007, à Noël 2007. Et donc effectivement, quand vous êtes en dessous de cette couche, dans la couche de pollution, vous avez une visibilité qui est réduite. Et en fait, cette photo donc, est prise de la tour Eiffel, on voit la tour Montparnasse. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'inversion de température. C'est ce couvercle d'air chaud qui va plaquer la pollution au sol. Et on le voit vraiment très bien sur cette photo. Oui. Par ailleurs, est-il bon de faire du vélo au milieu de cette pollution? C'est pour toi. Je peux répondre. Donc, Air Paris a documenté les expositions respectives des différents usagers de la route, piétons, vélos, bus, voitures. Donc clairement, c'est, si je ne me trompe pas, dans l'habitacle de son véhicule particulier qu'on est le plus exposé. Ça, c'est le point numéro 1. Donc le cycliste n'est pas le plus pénalisé. Après, c'est vrai qu'on peut penser au phénomène d'hyperventilation. Donc je respire plus vite, donc plus de polluants. C'est vrai qu'il peut y avoir cet effet-là auquel on peut penser. Par contre, je parlais tout à l'heure des co-bénéfices, enfin des bénéfices conjoints, en particulier de la pratique du vélo sur l'augmentation de l'activité physique. Donc il y a une étude qui a été réalisée à l'Observatoire régional de santé. Donc je n'ai pas précisé, mais tous nos travaux sont publics. Ils sont disponibles en ligne sur notre site internet. Et donc on a mené une étude sur les bénéfices-risques de la pratique du vélo, donc avec des scénarios toujours sur la région, qui est notre champ d'étude. Et donc on a montré que les bénéfices, notamment liés à l'augmentation de l'activité physique, étaient beaucoup plus élevés que les risques. On pense aux risques d'accidentologie et les risques d'augmentation légère de l'exposition à la pollution de l'air. C'est vraiment impressionnant, les ratios bénéfices-risques. Donc faites du vélo sans crainte. Et plutôt dans les aménagements qui vous éloignent du trafic. Par exemple, les pistes cyclables séparées ont vraiment un effet quand on fait des mesures pour les cyclistes qui sont dans le trafic ou par exemple sur une piste cyclable séparée. Vous avez un éloignement du trafic et on voit vraiment un effet sur les niveaux de pollution. Oui, alors par ailleurs, une note positive, c'est tout de même à Paris qu'il y a le plus de centenaires. Ah oui, je parlais des facteurs de risque. C'est clair que je ne sais pas si on est la région la plus polluée, mais probablement une des plus polluées en France. Et paradoxalement, c'est la région où l'espérance de vie est la plus élevée, où tous les indicateurs sanitaires sont les meilleurs. Donc, quand on regarde à l'échelle de la région, après, quand on zoome sur les départements, sur les communes, merci c'est plus contrasté. Mais... Juste pour revenir sur l'espérance de vie, il y a effectivement la notion d'espérance de vie, mais il y a aussi l'espérance de vie en bonne santé. Donc peut-être que c'est là aussi qu'on a un effet de la pollution, puisque c'est des personnes âgées qui font partie des gens, des populations vulnérables. C'est vrai que du coup, l'idée de notre programme de surveillance, c'est d'avoir des estimations répétées dans le temps. Et c'est vrai que la pollution de l'air évolue, on l'a vu, c'était bien expliqué. Il y a aussi la structure de la population qui évolue avec... demain, de plus en plus de personnes âgées qui vont composer notre population. Donc, c'est intéressant à tous ces titres de continuer à surveiller les effets de la pollution de l'air. Oui, vous avez parlé des risques de pollution dans les automobiles, dans les appartements. Qu'en est-il dans les moyens de transport en commun, le métro, la SNCF, où on peut être exposé pendant des périodes relativement longues et répétitives? Il y a des mesures qui sont faites par la RATP depuis très longtemps. En fait, la RATP dispose d'un réseau de surveillance de la qualité de l'air. On a fait des mesures en commun avec la RATP, notamment sur une ligne de métro, donc la ligne 8. Et on a fait des mesures aussi avec eux sur la station Aubert du RER. Et on a fait des mesures à la fois à l'extérieur, dans les différentes zones d'échange pour le RER et le long du RER. La problématique ferroviaire, mais je ne suis pas une spécialiste, est essentiellement liée aux particules et notamment au système de freinage. Et cette problématique est d'autant plus marquée que vous êtes dans le RER, puisque le RER roule plus vite que le métro, et il est aussi plus enterré. Donc la ventilation est plus compliquée que dans le métro.
Mais il y a d'autres polluants que vous aurez moins. Par exemple, vous n'aurez pas d'ozone dans le métro, vous n'aurez pas forcément autant de dioxyde d'azote que quand vous êtes dans votre voiture. Donc il y a tout ça aussi à prendre en ligne de compte. Certes, un problème de particules sur certaines lignes ou sur certaines stations, d'autres polluants qu'en revanche, vous n'aurez pas. Et concernant les effets sanitaires, pour compléter, je fais encore la promotion de mon organisme. Donc on a publié aussi une étude sur la pollution dans les enceintes souterraines de transport. Donc on a repris les résultats de vos campagnes, avec un volet aussi où on essayait de voir quel était le risque spécifique lié à ces pollutions. Donc c'est clair qu'on n'est pas du tout sur les mêmes types de particules. Donc c'est des particules essentiellement métalliques. Donc tous les risques que je vous ai présentés en lien avec les particules, on a mis en évidence dans le milieu ambiant, par rapport à la pollution de l'air, pollution atmosphérique, donc ne sont pas du tout transposables à ces particules qu'on retrouve dans le métro. Donc il y a une littérature il y a très peu de résultats finalement sur ces questions, essentiellement en milieu professionnel. Donc la RATP a un service d'études médicales qui surveille ses salariés. Il n'y a pas d'effet flagrant, on va dire. Après, si on applique ces expositions à la population générale, ça reste encore une question, parce qu'en effet, il y a des populations sensibles qui peuvent prendre les transports en commun. Donc voilà, une vigilance. Mais après, moi, je vous encourage fortement à prendre les transports en commun plutôt que votre véhicule particulier. Oui, bonsoir, merci pour ces présentations très claires. J'avais une question, vous avez évoqué que Londres était finalement là, une ville assez proche en termes de climat et de météorologie que Paris. Est-ce qu'on a un recul sur les mesures prises à Londres en termes de circulation donc de centre-ville payant et aussi en termes d'espérance de vie sur la répartition des motorisations? Je pense au diesel qui est assez favorisé en France et peut-être un petit peu réparti différemment à Londres. Alors, j'ai pas forcément de chiffres sur les structures de véhicules, enfin en tout cas sur la répartition par rapport au diesel. C'est vrai qu'en France, on a un parc diesel qui est vraiment très important par rapport à d'autres capitales. Ce que je sais, c'est que ce soit sur Londres ou sur Berlin ou même sur d'autres capitales, il y a des zones de basse émission qui ont été mises en place, c'est-à-dire des zones où on a limité les véhicules les plus polluants. Donc ça existe dans plusieurs dizaines de villes européennes. À Berlin, l'impact de cette mesure a permis de faire baisser la pollution aux particules de 5 microgrammes par mètre cube. Alors, on a l'impression que 5 microgrammes par mètre cube, c'est pas grand-chose, mais quand on regarde les chiffres de l'ORS, il y a déjà un bénéfice sanitaire qui est mesurable. À Londres, il y a deux choses. Il y a à la fois une zone de basse émission et il y a en plus un péage. La différence entre les deux, c'est que la zone de basse émission, c'est grosso modo une vignette. Donc si vous avez votre véhicule et euros, mettons 3, 4 ou 5, ça dépend des dispositifs, vous pouvez rentrer. S'il ne l'est pas, vous ne pouvez pas rentrer, vous payez une amende. Alors que le péage, quel que soit le type de véhicule que vous avez, si vous payez, vous pouvez rentrer. Il y a eu aussi une amélioration de la qualité de l'air sur cette zone de basse émission. Je n'ai pas les chiffres comme à Berlin. Je sais qu'il y a eu pas mal de discussions et là on rejoint les questions plus d'équilibre social parce que ça a conduit à un transfert de pollution sur certaines zones avoisinantes de Londres, d'où l'intérêt d'avoir une mesure qui est suffisamment large, pas seulement sur un secteur d'une agglomération, mais suffisamment large parce que la pollution elle est à l'échelle de toute une agglomération, mais aussi parce qu'on a des transferts ne serait-ce de véhicules du fait des besoins de mobilité. Et donc pour Londres, il y a eu un transfert de pollution sur certains secteurs avoisinants, qui étaient aussi les secteurs les plus pauvres de l'agglomération de Londres, et donc un peu une double peine pour cette population-là. Mais je n'ai pas les chiffres en tête sur les diminutions de pollution, mais c'est vraisemblablement dans le même ordre de grandeur que Berlin. Bonsoir, j'ai deux petites questions. La première, c'est est-ce que vous avez des applications mobiles et puis des sites internet pour que les gens puissent voir l'état et puis les prévisions de pollution? Est-ce qu'il y a des API pour que des gens puissent développer des applications qui permettent d'avoir une vision différente, mais à partir des données qui viennent des capteurs d'air parif? Alors, nos informations, elles sont publiques.
Donc les données sont à disposition du public. Elles le sont à titre gratuit, sauf pour les applications commerciales, puisqu'en fait cette surveillance, elle est quand même financée par des subventions. On a besoin il faut qu'elle soit maintenue, cette surveillance. Donc ces informations, elles sont vraiment mises à disposition gratuitement pour le public, pour développer des applications si vous le voulez, à condition que ce soit gratuit. Ma deuxième question, qui est un peu loufoque peut-être, est-ce qu'il y a des projets qui ont été faits pour améliorer la dispersion ou éventuellement l'absorption des polluants? Bon, je pense à des grands courants d'air ou des aspirateurs sous le périphérique pour récupérer les gaz d'échappement, des choses comme ça, quoi. En fait, vous déplacez la pollution, vous ne résolvez pas le problème. Et il faudrait vraiment des aspirateurs gigantesques, ce qui veut dire aussi des consommations d'énergie gigantesques pour disperser une telle pollution. Enfin, parce que moi, je vois la photo qui est en face de moi, je me dis, si on fait une espèce de courant d'air qui va percer la couche d'inversion de chaleur, ça va peut-être envoyer la pollution un peu plus loin et du coup diminuer la concentration. Oui, vous allez l'envoyer la pollution un peu plus loin. Vous avez parfaitement résumé la situation. Ah, si c'est ailleurs, c'est bien. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Oui, où est-ce qu'on en est des voitures électriques dans les agglomérations comme Paris? Si vous savez, oui. Non, je ne peux pas particulièrement vous répondre. Je sais juste qu'on a testé des scénarios dans le cadre du plan de protection de l'atmosphère, donc le plan qui vise à améliorer la qualité de l'air d'ici 2020, et aussi dans le cadre des zones de basse émission qui avaient été envisagées sur l'agglomération parisienne. Et dans les deux cas, on avait mis en évidence, d'une part, que si on avait un taux de diesel qui était moins important, on aurait plus amélioré la qualité de l'air, notamment sur les problèmes de particules et de dioxyde d'azote, et que le bénéfice sur les gaz à effet de serre n'était pas si important que ça. Et sur le plan de protection de l'atmosphère, on avait effectivement testé un scénario pour 2020 avec une diminution du taux de diesel et un taux de pénétration de véhicules électriques plus important, mais j'ai plus les chiffres en tête. Et on mettait vraiment en évidence que ça avait un bénéfice supplémentaire sur l'amélioration de la qualité de l'air. Mais quel est le taux de véhicules électriques à l'heure actuelle dans l'agglomération parisienne? Je ne pourrais pas vous répondre. C'est quand même quelque chose de souhaitable. Après, c'est une réflexion aussi sur l'alimentation de cette électricité, sur les sources de cette électricité. Est-ce que ce sont des centrales thermiques qui alimentent, qui produisent cette électricité? Est-ce que c'est du nucléaire? Mais c'est un autre débat que celui de la pollution atmosphérique. Le fait est que pour la pollution atmosphérique, l'électrique pollue bien moins que les gaz, que le charbon, que le fioul. Le gaz est aussi une bonne solution, meilleure solution que le fioul, et effectivement l'électrique ne pollue pas, d'un point de vue pollution atmosphérique. Concernant la pratique du sport, vous aviez dit que le rapport bénéfice-inconvénient, il est toujours favorable. Est-ce qu'il y a un souci de cumul de capital, comme par exemple la notion de capital soleil? Genre si je suis exposé assez longtemps de façon chronique à un polluant et que j'aggrave mon cas parce que je pratique du sport, par exemple j'hyperventile en pratiquant du sport, est-ce que je vais entamer un capital santé à long terme? Alors, ça rejoint toutes les conclusions qu'on a sur l'exposition chronique. Après, on n'est pas tous égaux face à la pollution de l'air. Donc après, pour votre cas personnel, je ne peux pas répondre, mais à l'échelle de la population, c'est sûr que plus la population sera exposée, plus les impacts seront importants. Par contre, si elle est exposée plus parce qu'elle pratique plus d'activité physique, finalement on va avoir un gain au niveau sanitaire, on va quand même diminuer le nombre de décès parce qu'on aura amélioré l'activité physique, donc on aura agi sur un autre facteur de risque. Donc je peux vous répondre qu'à l'échelle de la population. Après, dans votre pratique du sport, c'est sûr que si vous pouvez faire le choix
de ne pas faire votre marathon un jour d'épisode de pollution de l'air, faites-le. Donc s'il n'y a pas de symptômes genre irritation et tout ce qui s'ensuit, normalement on est bon, on peut pratiquer. Après c'est vrai que dans le cas des épisodes de pollution, il y a des messages sanitaires qui sont diffusés et qui ciblent essentiellement les populations sensibles que je vous ai présentées tout à l'heure. C'est clair que si on est un asthmatique sévère, ce jour-là, on va déconseiller à cette personne d'aller courir à l'extérieur. Donc c'est clair que quand on a une sensibilité particulière, c'est toujours cette complémentarité des effets à long terme et puis des effets à court terme. C'est vrai qu'à court terme, si on a un asthme sévère, il faut limiter l'exposition le plus possible, en particulier ces jours d'épisodes de pollution de l'air. Et quand vous avez en fait, il y a 2 niveaux sur les épisodes de pollution. Il y a un premier niveau qui est un niveau d'information, qui concerne effectivement essentiellement les personnes vulnérables. Et quand vous atteignez le 2e niveau, qui est un niveau d'alerte, là on considère qu'il y a un effet possible sur l'ensemble de la population. Et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut vraiment mieux éviter de courir. Généralement, quand il fait beau, il ne faut pas courir. Et il faut courir quand il pleut ou qu'il vente. Voilà, c'est ça. Mais quand il fait beau et qu'il y a du vent, vous pouvez aussi courir. Merci. Sur un des graphiques, j'ai remarqué que la pollution à Grenade était plus importante que celle de Paris. Comment l'expliquez-vous? Sachant que Grenade, quand même, c'est une petite ville, et c'est au pied d'une montagne qui est quand même assez élevée. Voilà. Alors c'est justement parce que c'est au pied d'une montagne. En fait, il y a peut-être comme c'est le cas aussi de la vallée du Pô, où il y a au nord de l'Italie, où il y a effectivement pas mal de sources industrielles, mais c'est aussi dans une cuvette au pied des Alpes, et donc les montagnes bloquent la dispersion de la pollution atmosphérique. Et par rapport aux particules ou par rapport à d'autres polluants comme l'ozone, le fait qu'il y ait un ensoleillement plus important conduit à plus de polluants secondaires, donc tous ces polluants qui sont formés par exemple sous l'action des rayons UV du soleil. Ça peut être une explication. D'accord, merci. Oui, bonsoir. Pour revenir sur cet épisode de Grenade, le mont Égoual, qui se situe en bas de la Lozère, a enregistré des niveaux de plomb très supérieurs à ceux qu'on trouvait à Marseille à la même période. Le vent faisait emmener la pollution marseillaise de l'agglomération vers les sommets, et le mont Égoual étant très élevé, évidemment, donc enregistrait des taux de plomb très importants. D'ailleurs, dans les Alpes, on a des niveaux d'ozone qui sont beaucoup plus importants. Par exemple, à Grenoble, on a des niveaux d'ozone qui sont moins importants dans la ville de Grenoble que dans les Alpes, que sur les sommets. Tout comme en Ile-de-France, on a des niveaux d'ozone qui sont plus importants en zone rurale. Alors, par exemple, à Fontainebleau et à Rambouillet, c'est pas la forêt qui émet de l'ozone, c'est d'abord parce qu'on a des capteurs dans ces zones-là. Mais c'est aussi parce que du fait du déplacement des masses d'air, quand on a des épisodes de pollution à l'ozone, on émet les précurseurs d'ozone au-dessus de l'agglomération parisienne, donc les oxydes d'azote et les hydrocarbures. Et comme la réaction chimique prend du temps, avec le déplacement des masses d'air, on a des maximums d'ozone qui sont en zone rurale et passent sur l'agglomération parisienne. Et on retrouve la même chose dans les Alpes. Merci. Oui, bonjour. Vous avez évoqué tout à l'heure le problème des appartements. Vous dites on est quand même 80%, enfin disons on est très souvent quand même chez soi, ne serait-ce que pour dormir. Or, bon, il y a effectivement, vous l'avez dit, du formaldéhyde ou des choses comme ça, mais elle ne surajoute pas quand même la pollution. On n'a pas toute la pollution de la rue, surtout si on est en étage. Et donc, à la limite, il ne faudrait pas ouvrir ses fenêtres, rester toujours dans 4 murs fermés. Quels sont les... Enfin, j'ai entendu dire qu'on était quand même, à Paris tout au moins, nettement moins agressé par la pollution quand on reste entre ces 4 murs que quand on est dans la rue. Surtout si on est en étage. Alors, de toute façon... Ma question est imprécise. Mais... Non, elle est parfaitement précise. Vous avez de toute manière des transferts d'air à l'intérieur de votre bâtiment, ne serait-ce que si vous avez une VMC. Certes, si vous êtes en étage élevé, vous êtes plus éloigné de la circulation, donc vous avez des niveaux de pollution qui sont moins importants. Il y a des polluants que vous ne trouverez pas, par exemple l'ozone, parce que l'ozone est une molécule très réactive.
Mais c'est pas parce que vous n'avez pas d'ozone que vous n'avez pas autre chose. Et en fait, l'ozone va réagir avec différents composés dans votre appartement pour former d'autres composés. Et le souci en air intérieur, c'est que quand vous cuisinez, quand vous utilisez des produits d'entretien, avec le chauffage, vous émettez des polluants dans votre air intérieur. Et si vous n'aérez pas de temps en temps, vous allez concentrer cette pollution. D'où l'intérêt d'avoir de ventiler. Alors évitez de le faire par exemple au moment du pic du trafic du matin et du soir ou quand il y a un épisode de pollution. Mais c'est vraiment très important d'aérer votre logement. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, je peux vous poser une autre question. Je vous en prie. Je crois que c'est l'épisode, si je me trompe, de mars de l'année dernière, où il y a une pollution qui était très générale et qui venait, d'après ce que je crois savoir, venant d'Allemagne ou de ces pays-là, de l'industrie cette fois, de l'industrie thermique pour fabriquer l'électricité. Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur cette pollution pour laquelle on ne peut rien faire dans les grandes villes, qui n'a rien à voir, Alors, très différente. Dans les épisodes de pollution du mois de mars, les niveaux de pollution liés aux particules que l'on a eues à Paris, ils étaient d'abord liés aux particules que l'on produisait dans Paris, et notamment liés au trafic. Ensuite, il y a des imports de pollution, c'est-à-dire, alors j'ai pas les diapositives ici, mais vous aviez à la fois la pollution qui était produite localement, et c'est quand même le trafic qui était majoritairement responsable. Et ensuite, vous avez des imports de pollution, mais ce n'était pas spécifiquement l'Allemagne, c'était aussi le nord de l'Angleterre, le Benelux, etc. Ce qui veut dire que pour agir sur la pollution atmosphérique, il faut non seulement des actions locales qui vont vous permettre d'agir sur ce que vous émettez localement à l'échelle de l'agglomération parisienne, et pour des polluants comme les particules, il faut aussi des mesures au niveau européen, c'est le cas des directives européennes, pour baisser les niveaux de pollution de tous les États membres. Parce que j'ai un souvenir époustouflé, comment dit-on, de ce matin où il y a eu cette grande pollution, j'étais au 7e étage, j'ai cru que c'était presque du brouillard. Et là, je pense que c'est des particules probablement extrêmement fines. Et j'ai su après que c'était partout dans le nord de la France. Alors, ce sont des particules très fines, là. C'est ça. Ça n'a plus rien à voir avec l'azote, l'oxygène, le trioxyde. Alors, ça ressemblait à l'épisode de pollution que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo. En fait, cet épisode de pollution était aussi un épisode de pollution lié aux particules et au dioxyde d'azote, deux polluants qui sont émis par le trafic. Mais vous avez raison dans le sens où cet épisode de pollution, il a concerné tout le nord de l'Europe. Donc, c'est pas spécifiquement les centrales thermiques allemandes, c'est tout le trafic, toute l'industrie à l'échelle de l'Europe. Et les particules, comme je vous l'ai montré aussi, comme l'ozone, c'est un polluant qui peut voyager. Et donc, dans les cas où on a un épisode de pollution qui concerne toute l'Europe, vous avez des transferts de pollution à travers l'Europe. Et ce qui veut dire aussi que notre pollution de l'agglomération, pour revenir à la question de monsieur, on l'exporte aussi vers les zones avoisinantes. Oui. Là, c'était impressionnant. Ouais. Et on a le même cas pour l'ozone aussi. Donc, c'est des problématiques à la fois locales et des problématiques continentales. Vous avez raison. Complexe tout ça. Merci. Je vous en prie. J'ai une autre question concernant en fait les circulations alternées. Finalement, il y a un débat effectivement pour prendre ces mesures politiques, c'est vraiment conflictuel. Quel est votre regard en termes d'un pic de pollution? Quelles seraient les mesures efficaces en termes de prévision météorologique et de durée de la circulation alternée? Et puis j'avais une autre question aussi sur la limitation de la vitesse sur le périphérique. Est-ce que vous avez vu un impact en termes de pollution aussi, avec les mesures de diminution de vitesse sur le périphérique? Alors, plusieurs choses. La circulation alternée, c'est donc une mesure d'urgence. C'est pas une mesure qui fait baisser la pollution chronique, ce que vous respirez au jour le jour. L'objectif d'une mesure d'urgence est de diminuer l'intensité d'un épisode de pollution. Et effectivement, quand elle a été mise en place, que ce soit en 1997 ou plus récemment au mois de mars, on a vu une diminution des niveaux de pollution, notamment pour les particules et le dioxyde d'azote, et particulièrement le long du trafic. En cas d'épisode de pollution, en fait, il y a une cellule d'experts qui se réunit, à la fois si c'est un épisode de niveau d'information qui persiste pendant plusieurs jours, ou si on atteint un niveau d'alerte.
Et en fonction de la gravité de l'épisode, mais aussi s'il va durer, les autorités mettent en place des mesures croissantes. Elles vont commencer par effectivement la diminution du trafic, l'interdiction du contournement des poids lourds, les transports en commun gratuits, jusqu'à la circulation alternée. Ce que je voulais dire m'a échappé. Oui, donc ça reste une mesure d'urgence, et l'importance de cette cellule d'experts, elle est aussi par rapport aux autorités, et là c'est aussi le rôle d'Airparif, d'indiquer aux autorités quelle est la responsabilité de cet épisode de pollution. Un impact sur le trafic aura plus d'effet si c'est un épisode local, donc avec un épisode de pollution aux particules locales, que si c'est un épisode local et à l'échelle de toute l'Europe. Dans ce cas-là, la mesure aura moins d'impact. Elle aura aussi plus d'impact au mois de mars que, par exemple, si on l'avait mise en place au mois de décembre l'année dernière, on a aussi eu des épisodes de pollution très importants et où la responsabilité du chauffage au bois était très forte. Donc, ces décisions, elles sont prises par le préfet après consultation de cette cellule d'experts en fonction de la gravité de l'épisode de pollution, de sa persistance. Est-ce que c'est un épisode, est-ce qu'il va pleuvoir le lendemain et que l'épisode est terminé, ou est-ce qu'on est parti pour 15 jours de conditions anticycloniques? Est-ce que c'est lié, alors on peut avoir aussi des épisodes, notamment au mois de mars, très importants liés à l'agriculture. Et l'atmosphère est très réactive à cette période de l'année. Donc il est important aussi de savoir quelle est la source principale pour définir une mesure qui est adaptée. Mais on reste sur des mesures d'urgence. L'objectif, c'est bien de diminuer l'intensité de cet épisode de pollution. Et vous aviez une question sur la limitation de vitesse. Alors on n'a pas fait d'analyse spécifique. En revanche, on sait qu'il y a un optimal de vitesse qui est grosso modo entre 40 et 70 km/h. C'est variable en fonction de l'âge du véhicule. C'est pas l'âge du capitaine, mais c'est l'âge du véhicule. Donc en fonction des normes Euro, l'impact de la vitesse est moins important pour les nouvelles normes Euro que pour les anciennes, où on a vraiment une courbe en cloche avec des émissions plus basses autour de 40 ou 70 km/h. Elles sont plus importantes à haute vitesse pour les oxydes d'azote, elles sont plus importantes à basse vitesse, notamment pour les hydrocarbures et les imbrûlés. Et donc vraisemblablement de passer, alors c'est de 80 à 70 je crois, on a une diminution vraisemblablement de quelques pourcents des émissions. Et qui est peut-être une diminution de quelques pourcents ou dans l'épaisseur du trait en termes de concentration, mais déjà pour les automobilistes, ou en tout cas pour les riverains. En tout cas, pas d'impact à l'échelle de l'agglomération parisienne, mais vraisemblablement un impact limité et très, très, très local. Ce sera la dernière question. Merci. Je vois que Amsterdam n'est pas représenté sur votre liste. Et j'aimerais savoir si on a étudié justement la pollution et s'il y en a quand même. Et si le Vélib a un quelconque impact à ce jour dans Paris. Et qu'est-ce qu'on peut espérer de généraliser la circulation à vélo, par exemple, ou d'augmenter les pistes cyclables? Qu'est-ce que ça peut apporter? Je te laisse répondre peut-être sur Amsterdam. Sur Amsterdam, c'est parce qu'ils ne participaient pas à l'étude. Non, voilà, ils ne participaient pas à cette étude, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas Londres. Aussi, il y a Londres. Ils ne participaient pas à cette étude, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas eu d'études menées sur cette capitale. Oui, il y a en fait, sur les Pays-Bas, il y a des mesures à la fois au niveau national et puis il y a des réseaux de surveillance, l'équivalent d'Airparif au niveau des villes, et notamment à Amsterdam et puis à Rotterdam, et on travaille beaucoup avec les gens de Rotterdam. Sur les Vélib, on n'a pas testé spécifiquement les Vélib parce que c'est difficile de savoir à quelle partie de la population ça correspond, c'est-à-dire quels sont les gens qui avant prenaient leur voiture et qui maintenant prennent leur Vélib. Mais on a testé quelle était l'évolution de la pollution atmosphérique entre 2002 et 2012 dans Paris. Et dans cette évolution, qu'est-ce qui était lié aux aménagements dans Paris? Donc c'est tout type d'aménagement, c'est les Vélib, c'est une hypothèse globale en fait, les voies de bus spécifiques, le tramway, tout ce qui a conduit en fait à diminuer la place de la voiture dans Paris pour donner plus de place à d'autres modes de déplacement. On a testé également l'impact des normes Euro. Donc entre 2002 et 2012, on a des normes Euro qui sont plus strictes. On a eu un renouvellement du parc automobile et donc un parc roulant en 2012 qui est moins polluant qu'en 2002. Et on a testé aussi l'impact de la désélisation du parc automobile entre 2002 et 2012.
Alors on voit deux choses. On voit une amélioration globale de la pollution atmosphérique entre 2002 et 2012, mais toujours avec un dépassement de la réglementation pour le dioxyde d'azote comme pour les particules. Cette amélioration pour le dioxyde d'azote et les particules, elle est d'abord liée au renouvellement du parc automobile. C'est ça qui a eu le plus d'impact. Et ensuite, les aménagements dans Paris ont eu un impact. Et cette étude met en évidence que si on n'avait pas renouvelé le parc automobile par des diesels, on aurait baissé davantage la pollution atmosphérique. Mais quand on regarde les gaz à effet de serre, donc le CO2, en fait, c'est d'abord les aménagements dans Paris qui ont eu le plus d'impact par rapport au renouvellement du parc automobile. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre les deux aspects, pollution atmosphérique et gaz à effet de serre. Merci infiniment. On va s'arrêter là pour ce soir. Merci à tous. Bon retour. Merci à vous. Et puis, à bientôt.